Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par le French District en collaboration avec USA France Financials. Nous sommes là pour parler des problématiques successorales franco-américaines. Tout est dans le titre, je crois. En tout cas, je vous laisse encore quelques secondes pour vous connecter. Il y a encore des gens qui arrivent. Et sachez tout le monde que nous allons ouvrir un module de chat. Vous pouvez poser vos questions dans ce module et Cédric et Olivier Sureau se feront un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Donc, Cédric, je te laisse présenter Olivier, même si beaucoup de gens le connaissent déjà. Je te laisse la parole. Très bien, merci beaucoup Romain et merci à French District également. Alors voilà, pour les présentations, comme tu l'as dit, Olivier, beaucoup de personnes le connaissent, hein. Olivier, cofondateur de Jade, venu aux États-Unis en 2003. Jade qui a été récemment incorporé par Fiducial. Olivier, CPA, expert comptable, qui également a récemment quitté Jade pour de nouvelles aventures. Olivier, tu veux rajouter deux, trois choses? Ah, Non, Olivier. non, c'est bon, c'est très bien. Très bien. Et également, hein, donc voilà, pour les présentations personnelles, Cédric Sage, président d'USA France Financials. Donc, à USA France, nous, on est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans toutes les problématiques de retraite, de succession, d'optimisation fiscale, de prévoyance et d'investissement pour les Français aux États-Unis. Alors, sans plus attendre, donc rentrons dans les détails, hein, de cette présentation sur les successions franco-américaines. Alors, parlons un petit peu des différences en termes d'aspect culturel entre la France et les États-Unis. Donc, si tu peux rentrer dans les détails des problématiques de droit d'héritage, à l'inverse de droits successoraux, et peut-être rentrer également dans les spécificités des États américains. Oui, alors tout à fait. Merci Cédric pour la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de fiscalité successorale, d'autant plus au niveau des spécificités entre les États-Unis et la France, hein. On va se concentrer là-dessus. Je vais répondre aux questions dont Cédric va me poser. Donc quand on parle de succession franco-américaine, il faut connaître bien évidemment certaines différences culturelles, comme le dit Cédric. Donc deux grands principes qu'il faut connaître, c'est que tout d'abord, en France, lorsque l'on parle de succession, on parle d'imposition. L'impôt est payé en fait par le bénéficiaire en France. C'est ce qui fait la grande différence avec les États-Unis. C'est-à-dire que quand on opte, on a une déclaration de succession qui est établie en France. L'impôt est calculé par une part qui revient à chaque bénéficiaire, ce qui a un impact, hein, on en parlera après, au niveau des successions. Alors que du côté américain, c'est le défunt, on va dire, ou le donateur qui a la charge de payer l'impôt. C'est une grosse différentielle de conception, hein. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, quand on va établir la déclaration de succession, on va calculer l'impôt global. Donc, si une personne a un patrimoine de 10 millions, on va calculer l'impôt basé sur 10 millions. Alors qu'en France, ce même patrimoine de 10 millions, si nous avons 5 bénéficiaires, en fait, on va calculer en fonction de la quote-part qui revient à chaque bénéficiaire, donc 200 000 par bénéficiaire, et en fonction des taux d'imposition qui s'appliquent en France. Donc, ça, c'est le gros arbitrage qu'il va falloir connaître. Également, comme l'a dit Cédric, hein, aujourd'hui, on va se concentrer sur la fiscalité fédérale du côté américain et non pas des États. Attention, certains États ont un impôt sur les successions. Donc, ce que je vais vous évoquer aujourd'hui va s'appliquer au niveau fédéral, mais au niveau des États, hein, les conventions fiscales en général ne s'appliquent pas au niveau des États. Et d'autre part, certains les reconnaissent, mais d'autre part, certains États ont une fiscalité sur les successions qui s'applique, donc en plus de la fiscalité fédérale. Donc hein, là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette fiscalité fédérale du côté américain et la fiscalité française, bien évidemment, du côté français. Très bien, Olivier, peux-tu nous parler des différences en termes de notion de résidence fiscale entre les États-Unis et la France, et puis également parler de la question de domiciliation? Ouais, alors effectivement, quand on parle, la premier concept à bien connaître, hein, entre les États-Unis et la France, c'est la notion de résidence fiscale et de domicile fiscal en termes de succession et donation. Si on commence à se référer du côté français, on parle de l'article 4 du Code général des impôts qui dit la chose suivante. Une personne est résidente fiscale à partir du moment où elle habite, le centre de ses intérêts vitaux sont en France et elle est résidente fiscale française. Et cette résidence fiscale française va s'appliquer non seulement du côté de l'impôt sur le revenu, mais également du côté d'impôt sur les successions et donations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain j'habite en France, que je paye mes impôts en France en tant que résident fiscal français, je serai également redevable de payer mes impôts au niveau des successions et donations.
Mais il y a une autre notion également qui s'applique en France, c'est-à-dire qu'en France, quand on parle de succession de donation, on va regarder déjà, où est le donataire, la personne qui donne, où est le défunt. Donc, si ce donataire ou ce défunt est résident fiscal français, l'impact sur les successions sera en France au niveau mondial et donation. En revanche, s'il n'est pas s'il n'est pas domicilié résident fiscal français, on va regarder le bénéficiaire. On peut se retrouver dans une situation où moi, j'habite par exemple aux Bahamas. Hein, je ne dis pas que j'habite aux États-Unis, puisque c'est un cas particulier. J'habite aux Bahamas. J'ai des enfants qui sont en France, même si je ne suis pas résident fiscal français, sur la quote-part d'héritage que vont bénéficier mes enfants en tant que bénéficiaires en France, il faudra payer un impôt sur les successions et donations sur le patrimoine mondial en France. Ça, c'est une notion importante, c'est ce qu'on appelle la notion de bénéficiaire. Maintenant, du côté américain, c'est une notion qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a deux notions. On a la notion de résidence fiscale et la notion de domicile fiscal. La notion de résidence fiscale, elle est assez simple, elle est basée sur un concept de présence physique essentiellement. Une personne qui, en moyenne, passe 183 jours par an aux États-Unis. Alors, la règle des 183 jours, elle est un petit peu plus complexe parce qu'on regarde, on se situe sur 3 ans. Donc, en fait, c'est plutôt un peu plus de 4 mois par an. Mais une personne qui passe un peu plus de 4 mois par an aux États-Unis, elle va être résidente fiscale d'un point de vue de l'impôt sur le revenu. Peu importe son statut d'immigration, c'est le critère de présence physique. Et de ce fait, en tant que résident fiscal, cette personne est redevable de payer ses impôts sur ses revenus mondiaux aux États-Unis. En revanche, pour les successions et donations, c'est une notion de domicile fiscal aux États-Unis, qui est une notion totalement différente. La notion de domicile fiscal se repose sur un certain nombre de critères, à la fois objectifs et subjectifs, qui est un critère d'intention de résider aux États-Unis de façon permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je suis aux États-Unis, il faut que je montre au fisc américain que je suis là pour rester. Et un des critères pour rester aux États-Unis, c'est le critère ce qu'on appelle d'immigration. Si j'ai une carte verte, j'ai l'intention de rester de façon indéfinie ou de longue durée aux États-Unis. Quand j'ai une carte verte, c'est pour une durée de 10 ans. De ce fait, le fait d'avoir une carte verte va me rendre domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, je serai à la fois résident fiscal pour l'impôt sur le revenu, mais également domicilié fiscalement aux États-Unis et de ce fait, assujetti à l'impôt sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial aux États-Unis. Hein, il faut bien comprendre la notion de cette différence. En revanche, lui, j'ai un visa. Je vais être considéré résident fiscal américain. Pourquoi? Parce que je passe plus de la moitié de mon temps aux États-Unis. Donc, je vais être redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux aux États-Unis. En revanche, comme j'ai un visa, je suis ici de façon temporaire. Je ne vais pas être considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, pour l'impôt sur les successions et donations, je ne serai pas redevable de payer mes impôts sur les successions sur mon patrimoine mondial aux États-Unis, mais uniquement sur le patrimoine que je vais avoir du côté américain. Donc, je ne vais pas me retrouver dans une situation où je ne serai non résident fiscal d'un point de vue successoral en France, mais également non domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc là, ce sera important et on va parler un petit peu après de la différentielle de notions. On a la convention fiscale, mais dans ce cadre-là, si je suis à la fois non domicilié en France pour l'impôt sur les successions et donations et non domicilié aux États-Unis pour l'impôt sur les successions et donations, je ne pourrai pas avoir le bénéfice de la convention fiscale entre la France et les États-Unis et ça peut avoir un impact assez important qu'on a souvent tendance à méconnaître quand on est ici dans le terme de visa. Donc, bien connaître cette notion aux États-Unis, la notion de résidence fiscale, impôt sur le revenu, notion de domicile fiscal, impôt sur les successions et donations, donc l'intention de rester sur le sol américain. Un des critères, c'est la carte verte, mais ce n'est pas l'unique, il peut y avoir d'autres critères. Le patrimoine, où est-ce que je souhaite même, entre guillemets, me faire enterrer un jour, ça, c'est une notion qui sera importante à définir. Donc, bien connaître cette notion-là, en France, c'est beaucoup plus simple. C'est si je suis résident fiscal français pour l'impôt sur le revenu, je le serai également pour l'impôt sur les successions et donations. Très bien, alors voilà, nous avons deux systèmes fiscaux très différents entre les États-Unis et la France. Est-ce que tu pourrais résumer les grands principes de fiscalité, par exemple en termes d'exemption déjà aux États-Unis, et puis une question que beaucoup de personnes se posent. Voilà, si j'ai une carte verte, si j'ai la citoyenneté américaine et que je la rends, quelles sont les implications fiscales à ce moment-là? Alors là, on va se situer maintenant dans un cas où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, premier cas de figure. Après, on fera non domicilié fiscalement aux États-Unis. Il y a un grand principe qui existe aux États-Unis, hein, c'est à partir du moment où on est domicilié fiscalement aux États-Unis, le jour où je ne suis plus là, ou si je fais une donation, je dois tout déclarer et payer l'impôt sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial aux États-Unis. Que j'ai un patrimoine en France, que j'ai un patrimoine en Suisse ou ailleurs,
tout doit être répertorié à un moment donné ou à un autre aux États-Unis si je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. La grande différence qu'on a par rapport à la France, on en parlera après, c'est qu'aux États-Unis, à partir du moment où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, j'ai le droit à un abattement qui est assez conséquent. Et l'abattement, je vais vous donner l'abattement de 2025, parce qu'on est quasiment en 2025, il est de 13 980 000 $. Donc quasiment 14 millions de dollars. Donc quand on a un couple, 28 millions. Donc quand on a un couple jusqu'à 28 millions de patrimoine mondial que je transmets à mes enfants, ou peu importe, je ne paierai pas d'impôt sur les successions et donations. Et attention, une autre grosse différence avec les États-Unis, c'est qu'entre guillemets, il n'y a pas de problématique de lien de parenté. Je donne à qui je veux aux États-Unis, où je veux, quand je veux. Ça peut être à mes enfants, ça peut être à n'importe qui. Il y en a même qui donnent, entre guillemets, à leurs animaux. C'est les mêmes exemptions. J'ai le droit, j'ai un abattement jusqu'à 13 980 000 sur mon patrimoine. En France, on en parlera après, c'est complètement différent. Donc, dès lors que je suis au-delà de cet abattement de 13 980 000 $, on atteint rapidement 40% d'imposition aux États-Unis, parce que dès lors qu'on est au-dessus de 1 million de dollars de patrimoine taxable, je paie 40% d'impôt aux États-Unis. Donc, le taux en lui-même aux États-Unis est assez important, sauf qu'avant, je bénéficie d'un abattement qui est assez conséquent. Attention, encore une fois, cet abattement, c'est sur le patrimoine mondial. Je vais devoir déclarer le patrimoine mondial. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, imaginons que je suis dans ce schéma où j'ai un visa de travail. Et donc, dans ce cadre-là, je l'ai dit tout à l'heure, attention, non domicilié fiscalement aux États-Unis. Et dans ce cadre-là, si je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, malheureusement, je n'ai pas le droit à ces abattements. J'insiste, même si je suis résident fiscal américain, je paye mes impôts sur revenus sur mes revenus mondiaux, pour les successions et donations, j'aurai le droit uniquement, en tant que non-résident, à un abattement de 60 000 $ sur mon patrimoine. Imaginez, je passe de 13 980 000 à 60 000. Et, sauf que la grosse différence, c'est que je serai taxable uniquement sur le patrimoine qui est situé sur le territoire américain. Mais attention, si j'ai de l'immobilier, si j'ai des actions, des placements financiers, tout ça, ça rentrera dans mon patrimoine de taxation sur les successions et donations. Et malheureusement, et je vous en parlerai après, je ne bénéficierai pas de la convention fiscale, parce que vous verrez, on a un gros avantage dans le cadre de la convention fiscale qui nous permet d'avoir plus d'abattements. Sauf que là, comme je ne suis pas résident fiscal français pour les successions et donations, je suis à la fois non résident français et non domicilié fiscalement aux États-Unis. Dans ce cadre-là, je ne vais pas bénéficier de la convention fiscale franco-américaine, et donc je serai comme un non-résident classique, uniquement abattement de 60 000 $. Et après, comme je vous l'ai dit, ça va vite. Dès qu'on a 1 million de dollars de patrimoine taxable aux États-Unis, au-dessus des abattements, c'est 40%. Donc, bien faire attention à cette grande divergence qu'on a, parce que si demain je suis en visa de travail ici et que j'ai, par exemple, des portefeuilles de placement aux États-Unis, que j'ai des biens immobiliers aux États-Unis, s'il m'arrive quelque chose quand je suis sur le territoire américain en tant que non domicilié fiscalement, je peux avoir des conséquences fiscales assez importantes. Donc, il faut bien anticiper également ça. Il faut être très prudent sur cette partie-là. Très bien. Alors, petite question en quoi les récentes élections risquent de changer les abattements du côté américain dont tu viens de parler? Alors, on avait un grand débat, ça fait un certain nombre d'années d'ailleurs qu'on a ce débat-là sous l'administration Biden et puis pendant les élections, c'était de savoir est-ce que cet abattement de 13 millions va perdurer ou pas. Le président Biden avait essayé de réduire cet abattement pour le faire retomber à peu près à 5-6 millions, mais faute de majorité au Congrès, cette loi n'est jamais passée. Il y avait deux candidats qui avaient des visions différentes. Donc aujourd'hui, la vision qui se profile, qui est la vision du nouveau président élu, Trump, est la chose qu'il y aura une continuité, il n'y aura pas de changement, c'est-à-dire qu'on va essayer de rendre de façon permanente cet abattement, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'état actuel des choses, l'abattement de 13 millions de dollars était censé retomber à 5 millions de dollars au 1er janvier 2026. Donc aujourd'hui, on a des lois temporaires, c'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre 2025, l'abattement de 13 980 000 s'applique sur les successions et donations. Le président Trump a dit qu'il rendrait cet abattement de façon permanente, donc il continuerait à être ajusté avec l'inflation. Il faut quand même que tout ça se passe au Congrès. Donc normalement, la nouvelle administration républicaine a la majorité entre le Sénat et la Chambre des représentants, mais on ne sait jamais, parce que chaque personne peut avoir une vision différente. Donc il faudra quand même un vote, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, tout ce qui touche à la fiscalité, ce n'est pas un pouvoir du président, c'est un pouvoir, ce qu'on appelle de la Chambre des représentants, du Sénat et la Chambre des représentants, qui eux-mêmes, des deux côtés, ont ce pouvoir en fait de dire oui ou non. Donc, dans l'état actuel des choses, on ne devrait pas avoir de changement. Qui plus est, on devrait avoir cette loi qui deviendrait permanente. Et donc, on se profile vers une continuité en termes d'abattement successoral aux États-Unis. Et n'oubliez pas que cet abattement de 13 980 000, je peux l'utiliser de mon vivant ou à mon décès.
Ça se cumule, bien évidemment. Donc, si j'en utilise une partie, ben, au moment de mon décès, j'utiliserai le reste, hein. Si j'ai utilisé 10 millions de dollars de mon vivant, ben, au moment de mon décès, il me restera 3 980 000 dollars. Mais je peux l'utiliser de mon vivant ou au décès également, afin de pouvoir jouer justement sur cet abattement-là. C'est bien, parfait. Alors, voilà, même question hein, du côté français. Quels sont les grands principes de fiscalité successorale du côté français, les abattements, et également quels sont les outils de planification accessibles? Oui, alors il faut parler. Alors je pense aussi, Cédric, que peut-être qu'on pourrait évoquer le cas de figure où si j'étais citoyen américain, tu sais, il y a un cas de figure qui peut arriver et dont on a souvent tendance à oublier, qui a un impact sur les successions et donations, c'est je suis citoyen américain ou carte verte depuis un certain nombre de temps, et ça arrive souvent un cas où je veux rentrer vivre en France. Et vous savez que quand on est citoyen américain, hein, il y a un principe qui appelle le principe de saving clause. Peu importe où j'habite dans le monde, je suis redevable de payer mes impôts sur le revenu et sur les successions et donations sur mon patrimoine mondial, peu importe où j'habite. Et je vais devoir continuer à faire des déclarations fiscales à vie aux États-Unis. Donc souvent, on se pose la question de se dire, bah, si demain, tiens, je rentre en France, j'ai plus envie de m'embêter à devoir continuer à faire des déclarations fiscales aux États-Unis, je veux rendre mon passeport américain. Alors, il y a une loi qui existe aux États-Unis qui a un impact justement sur les successions et donations, qui est ce qu'on appelle la loi d'expatriation tax. C'est-à-dire que le fisc américain va dire la chose suivante, pas de problème, vous pouvez rendre votre passeport américain. En revanche, si vous rendez votre passeport américain, il faut payer ce qu'on appelle une exit tax. Alors, il y a une notion qui s'appelle aux États-Unis, une notion de covered expatriate. Un covered expatriate, c'est une personne qui soit rend son passeport américain ou une carte verte qu'il a depuis plus de 8 ans, attention, une année écoulée est une année entamée, et qui remplit l'un des 3 critères suivants. Au moment où il rend son passeport américain ou sa carte verte, l'impôt moyen mondial payé au cours des 5 années précédentes est 201 000 dollars, premier cas de figure. C'est un impôt, hein, donc en général, il faut l'atteindre. Deuxième cas de figure, le patrimoine mondial au moment où je rends mon passeport américain en carte verte est supérieur à 2 millions de dollars. Donc pour un couple, hein, ça fait 4 millions de dollars. Troisième cas de figure, au moment où je rends mon passeport américain, ma carte verte, je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales. Alors attention, un petit hic, hein. Souvent les gens disent, c'est bon, je suis tranquille, je suis à jour de mes obligations fiscales puisque j'ai fait mes déclarations fiscales. Ne pas être à jour de ces obligations fiscales, c'est déposer une déclaration inexacte ou erronée. Je vous donne un exemple. Vous avez une assurance en France de 100 000 dollars, vous ne l'avez jamais déclaré au fisc américain, vous rendez votre passeport américain, c'est le seul patrimoine que vous avez. Pour le fisc américain, si vous n'avez pas déclaré cette assurance vie, vous n'êtes pas à jour, donc vous êtes considéré comme étant coval expatriate. Et ça veut dire quoi, coval expatriate? Ça veut dire, le fisc américain vous dit, vous rendez votre carte verte, mais vous avez 3 conséquences fiscales. Les 2 premières conséquences fiscales, c'est une conséquence en termes d'impôt, c'est-à-dire qu'on doit payer tout de suite un impôt qui est ce qu'on appelle l'expatriation tax, hein, qui est un impôt sur toutes les plus-values latentes. On fait comme si on liquidait son patrimoine. Donc, on fiche son patrimoine à l'instant T. J'ai acheté ce bien immobilier à 1 million de dollars, il en vaut 2 millions au moment où je rends mon passeport. Peu importe que je le vende ou pas, pour le fisc américain, c'est comme si je le vendais. Donc, le fisc américain va me demander, va appliquer un abattement de 866 000 dollars et tout ce qui est au-dessus de l'accumulation des plus-values latentes, je vais payer un impôt comme si c'était un impôt sur les plus-values. Deuxième cas de figure en termes de taxation, c'est si des plans de retraite que j'ai accumulés, attention également, pour le fisc américain, c'est comme si je touchais ces plans de retraite en un seul coup. Donc là aussi, ça peut faire mal, même si légalement, je n'ai pas le droit de toucher ce plan de retraite. Pour le fisc américain, ça va être, vous avez un IRA, pour nous, c'est comme si vous touchiez tout d'un coup. Et donc, devez payer un impôt tout de suite au moment où vous rendez votre passeport, comme si vous touchiez l'intégralité de vos plans de retraite. Donc ça, c'est des conséquences fiscales. Mais j'y fais abstraction, j'y passe vite parce que le plus important pour moi, et c'est souvent beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que la notion de couvert expatrié peut avoir un impact sur les successions et donations. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que au jour d'aujourd'hui, dans ma situation actuelle, par exemple, je suis américain, si je transmets à mes héritiers jusqu'à 12 980 000 dollars, pas d'impôt sur les successions et donations. En revanche, si demain je rends mon passeport américain, je suis co-al expatrié, donc comme je l'ai dit, mon patrimoine est supérieur, je paye mon exit tax, donc je me dis je suis tranquille, j'ai payé mon exit tax. Le fisc américain va me dire attention, est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants. Est-ce que vos enfants sont toujours américains? Bah oui, parce qu'eux, ils ont fait toute leur vie aux États-Unis. Moi, j'entre en France, mais eux, ils veulent rester aux États-Unis. Le fisc américain va dire la chose suivante. Un résident fiscal américain qui touche une donation de succession d'un coval expatriate, donc moi qui ai rendu mon passeport américain, je fais une donation l'année prochaine à mon fils de 1 million de dollars qui, lui, est resté américain. Cette donation fait l'objet d'un impôt sur les donations aux États-Unis sans le bénéfice d'abattement. On a droit à un abattement de 18-19 000 dollars par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, j'ai mon passeport, je peux donner
je donne 1 million de dollars à mon fils, pas d'impôt, puisque j'ai le droit à 12 980 000. Je rends mon passeport américain l'année prochaine, je suis cover expatriate, je fais une donation à mon fils de 1 million de dollars. Mon fils, parce qu'en plus, dans ce cadre-là, et c'est la divergence qu'il y a dans la loi fiscale américaine, l'impôt dans ce cadre-là est à la charge du bénéficiaire, puisque un bénéficiaire, un résident fiscal américain qui touche une donation d'un cover expatriate, c'est lui qui doit payer l'impôt. Et donc, mon fils va devoir payer un impôt de 400 000 dollars. Donc, attention à ça, toutes les donations futures ou successions font l'objet d'une taxation aux États-Unis sans le bénéfice d'abattement. Et souvent, quand on fait ça, on se dit, je rends mon passeport américain, je suis prêt à payer mon exit tax. On oublie cet impact-là qui, en gros, vous allez, entre guillemets, punir vos enfants qui, eux, restent américains et restent assujettis sur l'impôt sur les successions et donations. Donc, pensez bien à cela quand on parle d'impôt sur les successions et donations. Anticipez votre tour. Également, dernière chose, aux États-Unis, sachez une grande chose qui est différente à la France, hein, et on parlera après d'autres différences, c'est qu'une donation est actée au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais une donation d'un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars. Malheureusement, dans 2 ans, je décède. Donc, pour le fisc américain, on va considérer que la donation n'est pas complète. Donc, si je décède dans 2 ans, que ce bien vaut 2 millions de dollars, je vais devoir déclarer dans mon patrimoine de succession 2 millions de dollars. Donc, bien sûr, je retirerai le million de dollars que j'ai déjà déclaré comme donation dans le passé, mais je serai redevable. On considérera que je serai toujours propriétaire du patrimoine parce que 3 années n'auront pas écoulé depuis que j'ai fait cette donation. Hein. En France, quand on fait une donation, elle est complète, actée à partir du moment où on l'a fait. Aux États-Unis, c'est au bout de 3 ans qu'elle est actée irrévocable. Donc, bon, après, on ne maîtrise pas non plus son destin, mais il faut aussi savoir cela, c'est qu'il faut également anticiper parce que certaines personnes aussi pourraient me dire, ah bah dans ce cas-là, moi, pour ne pas être cover expatriate, pour être sans dessous des 2 millions de dollars, je donne tout à mes enfants et demain matin, je rends mon passeport américain, je suis tranquille. Non, 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 parce que la donation ne sera pas complète encore de 3 ans. Donc, il faut anticiper 3 ans auparavant si justement on veut essayer d'être en dessous des seuils dans ce cadre-là. Donc, vas-y, c'est vrai. Non, non, vas-y, hein, continue si, Donc, voilà, je sais pas si tu veux non, mais reprendre par rapport. donc, du coup, du côté français, Mhm. là maintenant, si on se positionne, là, on est vraiment toujours positionné, on n'a pas parlé encore de la convention fiscale. Hein. Maintenant, je me positionne du côté français. Je suis aujourd'hui résident fiscal français, donc je suis redevable. Pareil, n'oubliez pas, en tant que résident fiscal français, nous sommes redevables de payer nos impôts sur les donations et successions sur son patrimoine mondial. Donc, tout ce qu'on possède dans le monde, on doit le déclarer aux États-Unis dans le cas d'une transmission, que ce soit une donation ou une succession, à partir du moment où on est un résident fiscal français, j'insiste bien. Donc, dans ce cadre-là, aux États-Unis, il faut savoir une chose, c'est qu'aux États-Unis, en France, excusez-moi, l'abattement est de 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, c'est une grosse différence entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'en termes de taux d'imposition, j'aurais tendance à dire on n'a pas une grosse divergence, puisque en France, du fait que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on peut diviser en fonction du nombre de bénéficiaires, même si le taux marginal est de 45% en France, le taux marginal, c'est au-dessus d'1 800 000 euros, alors qu'aux États-Unis, c'est dès 1 million de dollars, je suis à 40%. Mais comme on diminue cet impôt en fonction du nombre de bénéficiaires, les paliers sont plus basses en France qu'aux États-Unis. Donc, quand on compare les deux systèmes en termes de taux d'impôt, on est quasiment la même chose. Peut-être même, on peut être un petit peu inférieur en France. Sauf que, en France, c'est 100 000 euros d'abattement par bénéficiaire tous les 15 ans. Et attention, en ligne directe. C'est-à-dire qu'il faut que je sois par enfant. Ce n'est pas comme aux États-Unis où je l'ai dit tout à l'heure, 12 980 000, peu importe à qui je donne. En France, c'est 100 000 euros, il faut que ce soit aux enfants. On a quand même encore dans un système ou un système un peu d'ancien temps. Tout le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de familles recomposées en France, notamment. Et c'est vrai qu'il y a eu un débat il y a quelques mois, hein, notamment du nouveau ministre du Budget, qui parlait justement de réformer ce système en disant il est peut-être temps, compte tenu des nouvelles structures familiales en France, on ne vit plus dans la même époque, de se dire c'est peut-être le moment de changer un peu cette loi-là parce que par enfant, on a beaucoup de familles recomposées et finalement, c'est peut-être plus dans l'air du temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ligne directe, c'est jusqu'à 45% d'impôt avec un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans. Ligne indirecte, ça va jusqu'à 60% d'impôt. Et c'est ça la grosse différence avec le système américain, c'est qu'on va se retrouver avec un système, si demain je donne à des neveux et nièces, si je donne à des gens qui n'ont pas loin de parenté, c'est jusqu'à 60% de mon patrimoine que je donne. Et là, j'aurai quasiment aucun abattement. Donc, en France, 100 000 euros d'abattement qui sont effectués tous les 15 ans et de bien connaître cela. C'est pour cela que en France, c'est un certain nombre d'outils qui sont utilisés, notamment le démembrement. Le démembrement, et on en parlera tout à l'heure, n'hésitez pas à utiliser le démembrement aux États-Unis. C'est quoi? C'est pouvoir transmettre
ces biens, surtout des biens immobiliers, mais ça peut être aussi sur des portefeuilles d'actions également, mais donner la nue propriété, un démembrement. Vous savez que la propriété d'un bien en France, elle se découpe en deux. D'un côté, j'ai la nue propriété, qui est le titre de propriété du bien, et de l'autre côté, j'ai l'usufruit, qui est le droit d'occuper ce bien, de toucher les revenus, de profiter de ce bien de mon vivant. Et donc, c'est une notion latine qui existe depuis très longtemps, depuis le Code civil. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que ce démembrement-là, je vais pouvoir donner à mes enfants la nue propriété d'un bien immobilier. Plus je le fais jeune, plus j'ai une décote. Par exemple, si je suis entre 40 et 50 ans, un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros en France, je vais pouvoir le donner pour une valeur de 400 000. Et les 600 000 restantes, je ne paierai jamais d'impôt sur les successions. Enfin, mes enfants ne paieront jamais d'impôt sur les successions. Et c'est un vrai outil. Et c'est pour ça qu'encore une fois, en France, on pense souvent que c'est un pays où il y a beaucoup d'impôts. Oui, mais il y a beaucoup de stratégies fiscales également. Et le démembrement en fait partie. Et il faut l'utiliser. Il ne faut jamais hésiter à l'utiliser dès qu'on peut. Parce que, surtout dans les valeurs des biens immobiliers, les biens immobiliers augmentent dans le temps. Et du coup, ils augmentent et l'impact sur les successions est important. Donc, il vaut mieux le transférer le plus tôt possible. On parlera après de certains nombre de stratégies, mais d'utiliser ce type d'outils en France qui marchent très bien et qui est le plus populaire, il faut dire, en France. Et la plupart des jeux en France ont ce démembrement, et ce qui fait qu'à la fin, on peut optimiser de façon très conséquente le patrimoine de transmission. Donc oui, il y a un taux qui peut être élevé, mais il y a des outils qui peuvent être utilisés, des stratégies qui sont assez intéressantes du côté français. Donc du coup, pour un résident fiscal américain, aujourd'hui, j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal à Miami, j'ai un bien immobilier en France. Quelle est la bonne stratégie à faire? Il faut que ce bien immobilier, je fasse une donation du propriétaire en France, parce que, attention, lorsque je suis non résident fiscal français, je reste redevable de payer un impôt sur les donations et successions sur le patrimoine immobilier situé en France. De la même façon aux États-Unis, si demain je suis non résident fiscal américain, mais résident fiscal français, on parlera de la convention fiscale après, je reste redevable de payer mes impôts sur mon patrimoine immobilier en tant que non résident aux États-Unis. Donc là, j'ai un bien immobilier en France, je suis résident fiscal américain, mon bien immobilier en France, il vaut par exemple 500 000 euros. 500 000 euros, je suis dans la tranche d'âge où je peux donner jusqu'à 60%. On va dire même 1 million, on va dire 1 million, ce sera plus simple pour faire un calcul mental. Donc 1 million d'euros, je fais une donation de ce bien immobilier à mon fils. Donc l'équivalent de ce bien immobilier, je vais donner la nue propriété du bien immobilier en tant que résident fiscal américain à mon fils. Ce bien immobilier, il va avoir une valeur de donation du côté français de 400 000. Okay. J'ai le droit à un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans en France. Même en tant que non-résident fiscal français, j'ai droit à cet abattement-là. Ce qui fait qu'en France, je vais payer des droits, mais sur 300 000 euros. Donc, sur 300 000 euros, je serai redevable de payer, si je regarde la table, en moyenne, à peu près 15 à 18% d'impôts sur ces 300 000 euros. Donc, j'ai payé sur quelque chose qui vaut 1 million des droits basés sur 300 000. Donc, imaginez la vraie stratégie fiscale. Donc, ça, du côté français, j'optimise mon bien immobilier, je l'ai transmis la nue propriété à mon fils. Si demain je décède, plus d'impôts sur les successions, donc j'aurais payé très peu d'impôts. Et même si le bien demain il en vaut 2 millions au moment de mon décès, peu importe, j'ai déjà transmis. En revanche, du côté américain, ce qu'il faut bien savoir, ce qui est une stratégie qui peut être un inconvénient, mais en fait est un avantage, on en parlera après, mais dans le cas du démembrement, le démembrement n'est pas reconnu en tant que tel, parce que vous savez que le démembrement, c'est un concept qui est uniquement français, alors ça existe aux États-Unis qu'en Louisiane, et donc l'administration fiscale américaine l'a considéré comme ce qu'on appelle un life estate, qui est une donation d'un droit futur. Donc un droit futur n'est pas acté aujourd'hui, on déclare en donation la valeur de ce droit, mais on doit réincorporer la valeur de la donation au moment du décès à la valeur de marché au moment du décès. En fait, ça revient à dire qu'il faut réintégrer l'intégralité du patrimoine au moment du décès. Donc, ce patrimoine qui vaut 1 million d'euros aujourd'hui, je l'ai transmis à mon fils. Donc, du côté français, j'ai effacé le problème. En revanche, du côté américain, ce million-là, si je décède dans 10 ans et que ça en vaut 2 millions, il faudra que je déclare 2 millions sur mon patrimoine, parce que pour le fisc américain, c'est à ce moment-là que la transmission aura lieu, parce que c'est une donation complète au moment où la pleine propriété sera réunie au niveau de mon fils. Donc, je déclarerai 2 millions de dollars, moins les 400 000 euros que j'aurais déjà déclarés du côté français, que j'aurais déclaré du côté américain, mais je devrais le réintégrer. Ça serait un handicap d'une certaine façon, oui, mais n'oubliez pas encore une fois que j'ai un abattement de 13 980 000. Mais le vrai avantage, on en parlera tout à l'heure, c'est que le fait que cette donation ne soit pas reconnue me permettra de réévaluer la valeur de mon bien immobilier, la valeur de marché au moment du décès. Et si mon fils revend ce bien immobilier le lendemain de mon décès,
en fait, il n'y aura pas de plus-value du côté américain parce qu'on considérera que le coût d'acquisition, c'est la valeur du marché au moment de la transmission. Ce qui n'est pas le cas de la donation, mais on en parlera après. Voilà, Cédric, pour cette partie-là. Très bien, parfait. Est-ce que tu peux rajouter deux, trois mots sur la convention fiscale franco-américaine et comment est-ce que cela permet d'éviter la double imposition? Alors, on a une très très bonne convention fiscale qui a été conclue entre la France et les États-Unis. Et cette convention fiscale, il faut savoir qu'il n'y a que 16 pays dans le monde à avoir conclu une convention fiscale avec les États-Unis et la France en fait partie. Et un des gros avantages de cette convention fiscale, c'est en termes d'abattement. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure, dans le cas où moi, je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, si j'ai un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars, malheureusement, j'ai droit qu'à 60 000 dollars d'abattement et je suis taxé sur 940 000 puisque je suis non domicilié fiscalement aux États-Unis, j'ai presque pas d'abattement et je suis dans le cas de figure où je suis non résident fiscal français et dans ce cadre-là, en tant que non résident fiscal français, malheureusement, j'ai pas le droit à bénéficier de la convention fiscale. Dans le cadre de la convention fiscale, si je suis résident fiscal français, j'insiste bien, donc j'habite en France, je décide d'investir dans un bien immobilier, par exemple à Miami. Normalement, je suis non résident, non domicilié fiscalement aux États-Unis. En théorie, j'ai un abattement de 60 000 dollars, donc je suis taxé sur le différentiel. Sauf que la convention me dit, on va vous donner un avantage fiscal qui correspond à une déduction fiscale supplémentaire aux 60 000 dollars. Et on fait un calcul qui est un petit peu arithmétique, c'est-à-dire on va calculer au moment de son décès, c'est un abattement qu'on donne au moment du décès, le poids du patrimoine américain par rapport au patrimoine mondial. Exemple, j'ai un bien immobilier à Miami qui vaut 1 million, mon patrimoine mondial vaut 10 millions. Donc, le poids de mon patrimoine américain sur mon patrimoine mondial vaut 10%. Et la convention fiscale dit la chose suivante, on va prendre l'abattement auquel a le droit un domicilié fiscalement aux États-Unis, donc tout à l'heure je vous ai dit 12 980 000 dollars, on va appliquer le pourcentage de ce bien détenu aux États-Unis par rapport aux biens mondiaux, donc j'ai dit dans mon calcul, dans mon exemple, c'est 10%, et ça va donner l'abattement auquel j'ai droit aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'aux États-Unis, j'avais 12 980 000 fois 10%, j'ai le droit à un abattement de 1 290 000. Mon bien immobilier vaut 1 million, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis complètement exonéré d'imposition sur les successions aux États-Unis au lieu d'avoir qu'un abattement de 60 000. Mais ça marche uniquement si on est résident fiscal dans le pays. Donc, bien évidemment, on est résident fiscal du côté, du côté français. Donc, bien comprendre cet abattement-là. Donc, grand avantage de la convention. Autre avantage de la convention fiscale, je vous ai parlé tout à l'heure, quand on est en France, vous savez, quand on est en France, on a une notion de résidence fiscale en termes de succession on va regarder deux choses. Où est le donateur et le défunt, où est le bénéficiaire. Donc, le donateur ou le défunt peut ne pas être résident fiscal, mais si le bénéficiaire habite en France, le fisc français va lui dire, il faut me déclarer toutes les donations que vous touchez de vos parents ou succession, et vous devez payer un impôt sur votre quote-part qui vous revient du patrimoine mondial en France. La convention fiscale est la chose suivante. On regarde uniquement le lieu du donataire, donc la personne qui donne, ou du défunt, et c'est cette résidence-là qui va prédominer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. J'ai un fils qui habite en France. D'accord? Normalement, en droit interne français, si moi, je fais une donation à mon fils de 1 million d'euros, par exemple, le fiscal français va me dire ce million d'euros, je vais payer un impôt sur les donations en France parce que vous êtes bénéficiaire résident fiscal français. Même si vous touchez d'un non-résident, vous devez payer un impôt sur les donations en France. Sauf que la convention fiscale me dit c'est uniquement dans un pays que je déclare cette notion de cash et je vais le déclarer aux États-Unis. Donc, ça veut dire que mon fils, je vais lui donner 1 million d'euros. Je vais faire cette déclaration sur ma donation aux États-Unis, abattement de 12 980 000. En France, mon fils va demander le bénéfice de la convention fiscale. On fera quand même déclarer cette donation d'1 million. Mais dans le cadre de la convention fiscale, tout ce qui est hors immobilier, j'insiste bien, hors immobilier ou tout ce qui est surtout hors immobilier est taxable dans le lieu de résidence fiscale de la personne qui donne, donc aux États-Unis. Donc la France ne pourra pas me demander de payer un impôt. Je vais faire le document fiscal en France attestant cette donation, mais le fisc que je vais demander à le bénéfice de la convention fiscale. Donc ça, c'est un autre avantage de la convention fiscale, c'est la notion de résidence. À partir du moment où on a la résidence aux États-Unis, l'impact, un des seuls impacts qu'on va vous demander en France, du côté français, c'est si vous avez un bien immobilier. Maintenant, si vous avez des comptes titres en France ou des liquidités en France, ce sera taxable dans le lieu de résidence de la personne qui donne, donc aux États-Unis ou qui décède. Donc, bien comprendre cette notion-là. Autre chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on pourrait être dans une situation aussi où là, je suis résident fiscal, et ça arrive souvent, ce sera une question de tout à l'heure, mais je suis résident fiscal américain. Mes grands-parents me font une donation, mes parents me font une donation, habitent en France,
ils décèdent ou ils me font une donation d'un patrimoine. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aux États-Unis, là, pareil, je viens de vous évoquer, taxation exclusive dans le pays de résidence. À partir du moment où j'ai payé mon impôt aux États-Unis, moi, en tant que résident fiscal américain, ma seule obligation, ce sera de déclarer sous un formulaire qui s'appelle le 3520 aux États-Unis, la donation ou succession que j'ai touchée d'un non-résident, de mes grands-parents qui sont situés en France, puisque l'impôt sera acquitté en France. À partir du moment où cette donation ou succession dépasse 100 000 $ au cours de l'année, il faut que je la déclare sur ce formulaire fiscal aux États-Unis. Attention, il ne faut pas l'oublier parce qu'on ne va pas vous demander de payer un impôt, c'est juste une déclaration, ce qu'on appelle de la compliance. Mais si on ne fait pas, la pénalité, c'est 25% du montant qu'on a mis de déclarer. Donc, imaginez, j'ai touché une donation de mes parents de 1 million. L'impôt a été payé en France. J'ai juste à déclarer aux États-Unis. Ah, j'ai oublié de faire la déclaration. Pénalité potentielle aux États-Unis, 250 000. Alors qu'à la base, c'est zéro normalement à payer aux États-Unis. Donc, bien comprendre ce formulaire-là, il ne faut pas l'oublier, ne pas oublier ce formulaire de 3520. Également, ce qu'il faut bien comprendre dans une des notions, Cédric, c'est la notion, ce qu'on appelle, grande différence avec la France, c'est la notion de step-up basis. Ça, il faut bien s'arrêter là-dessus. Vous savez qu'en France, quand on fait une donation ou une succession, lorsqu'on hérite de son vivant ou au décès de ses parents, on réévalue la valeur des biens qu'on nous transmet. J'ai un bien immobilier en France qui vaut, que mon père a acheté 500 000. Mon père me fait une donation et ça, au moment où il me fait une donation, ça en vaut 1 million. Donc, je paye des droits en France pour 1 million. Aux États-Unis, je déclare cette donation, n'oubliez pas, sur 35 pour 1 million. En revend, du côté français, si je revends ce bien le lendemain pour 1 million, zéro plus-value. Parce que j'ai réévalué la valeur du bien au prix du marché au moment de la donation. Du côté américain, on a une notion, la notion, tout ce qu'on touche par donation, on ne bénéficie pas de ce qu'on appelle du step-up. Donc, on ne peut pas réévaluer la valeur du bien au prix du marché. Et c'est une grosse différence, c'est que dans ce cas de figure-là, le bien que mon père m'a donné qui valait 1 million, il l'a acheté 500 000. S'il le revend 1 million, je n'aurai pas de plus-value en France, mais 500 000 de plus-value aux États-Unis parce que j'aurais hérité du vivant de mes parents. Donc, pas de step-up. En revanche, si c'est au décès de mes parents, du côté français, c'est pareil, on réévalue le bien. Mais du côté américain, à ce moment-là, on réévalue la valeur du bien, donc je n'aurai pas de plus-value. Mais bien faire attention aussi dans les stratégies, quand on a des donations en France, attention à cette notion de step-up parce que ça peut avoir un impact fiscal assez conséquent. C'est pour ça que j'aime bien utiliser moi, le démembrement. Je reviens à ma notion de tout à l'heure, c'est que comme le démembrement n'est pas reconnu aux États-Unis, du coup, ça nous permet de faire ce step-up. On considère qu'on hérite au décès et on peut avoir cette réévaluation d'actifs au moment du décès. Donc, bien comprendre cette notion-là, parce que parfois, on a beaucoup de gens qui se retrouvent à penser je n'ai pas d'impôt sur les plus-values à payer en France, ou j'en ai un petit peu. Sauf que le fait que j'en ai hérité par donation, parfois, ça peut remonter jusqu'aux arrière-grands-parents. Alors là, on se fait complètement, on paie que de la plus-value et c'est comment dire, une mauvaise surprise. Donc, il faut faire attention. Alors, on peut dire, oui, comment ils peuvent faire pour ne le savoir ou pas le savoir? C'est difficile, oui, pour le fisc américain de vraiment le voir, mais si on regarde le document fiscal français, même si dans le document fiscal français il y a marqué prix d'acquisition et c'est la valeur du marché, il y a une petite box qui dit comment on a hérité de ce bien. On l'a acheté, on l'a hérité par donation ou par succession. Et donc, c'est cette box-là, on le verra sur le document fiscal, on a hérité par donation. Donc, ça pourra aussi vous donner un certain nombre de questions. Voilà, Cédric, je pense que pour cette Très bien. partie-là. Alors voilà, une petite question sur les successions internationales complexes. Lorsque, par exemple, des personnes ont des héritiers dans plusieurs pays, bien sûr, tout le monde a l'idée, le cas de Johnny Hallyday. Comment est-ce qu'on peut éviter les litiges entre héritiers dans des contextes internationaux? Quelles sont les stratégies pour optimiser la fiscalité? Également, peut-être, si tu peux commencer de passer au point suivant, qui est celui des documents testamentaires et puis de leur intérêt. Alors ça, c'est une très bonne question, Cédric. C'est vrai que souvent, on a tendance à être un peu perdu, surtout quand on a des biens un peu partout, en France et aux États-Unis. Et vous savez qu'en France, on a un concept qui s'appelle la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de déshériter, en théorie, ses enfants. Donc, au décès, si on n'écrit rien, il y a une partie qui vient aux enfants et une partie qui vient aux conjoints survivants. Alors qu'aux États-Unis, on fait ce qu'on veut. C'est le principe de testament. Donc ça, c'est la loi interne. Maintenant, donc si on ne fait rien, pour ta question, c'est la loi interne de chaque pays qui va s'appliquer. Donc, on va avoir une loi qui peut s'appliquer aux États-Unis, qui sera divergente de la loi qui peut s'appliquer en France. Et on peut se retrouver dans une situation où on a des situations de blocage. Ce qui était passé dans le cas de Johnny Hallyday, on a essayé justement de faire jouer la loi française par rapport à la réserve héréditaire en disant on ne peut pas déshériter ses enfants. Et pourquoi? Parce que les contrats n'étaient pas bien ficelés à la fois en France et aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, et ça,
très important de s'entourer d'un bon notaire qui connaît bien les deux systèmes de loi et des bons avocats également qui connaissent le système de loi. Mais on a la possibilité d'appliquer les conventions internationales. Ce n'est pas des conventions fiscales, c'est des conventions internationales. Et ces conventions-là vous permettent de choisir la loi applicable au niveau des biens qui sont situés dans le pays ou de situation des biens. Donc, par exemple, en France, je peux demander à bénéficier de la loi applicable aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut venir aussi une stratégie fiscale ou dans ce cadre-là, je vais dire, je veux qu'à mon décès, si j'ai des biens en France qui restent à des biens en France, ça soit hérité par ma conjointe survivante. Pourquoi? Parce qu'en France, comme aux États-Unis, ils sont américains, mais il faut savoir qu'en France, au décès du conjoint, il n'y a pas d'impôt sur les successions. D'accord? Alors que ce n'est pas le cas au cours de la donation. Aux États-Unis, une notion un petit peu différente, c'est que dans le cadre des successions et que le conjoint survivant, s'il est titulaire du passeport américain, il n'y a pas de limite, il n'y a aucun impôt sur les successions. En revanche, si le conjoint survivant n'est pas américain, bah là, ça rentre dans le cas des abattements classiques auxquels j'ai droit, hein, les fameux 12 980 000 $. Donc ça, c'est la grosse divergence. Et du coup, ce qui veut dire que si demain je fais rien, j'ai un bien immobilier en France, la partie qui valait mes enfants, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura les 100 000 € d'abattement, mais au-delà, on sera taxé. Sauf que si demain, je définis bien les contrats, je peux me retrouver dans une situation où j'ai demandé à ce que, pour éviter justement de devoir liquider les biens en France, que le bien soit transmis au conjoint survivant en pleine propriété. Et donc, de ce fait, en faisant ça, ça vous permet du coup d'avoir aucune conséquence fiscale en France en termes d'impôt sur les successions et d'attendre plus loin en fait dans ce cadre-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est définir, et pour venir à la question suivante, Cédric, c'est définir des testaments dans chacun des deux pays. Avoir un avocat et un notaire en France, un avocat et un notaire aux États-Unis. Attention, les États ont des approches différentes au niveau des testaments internationaux. Donc, que les deux soient bien validés et bien évidemment qu'ils soient en conformité. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui dise une chose et que l'autre qui dise la chose différente parce que là, on se retrouve dans des conflits assez conséquents. Donc, bien ficeler ça en fonction de ce que vous souhaitez, bien sûr, mais il faut bien être conscient que les lois en termes de transmission sont différentes entre la France et les États-Unis. Et attention, encore une fois, j'insiste bien, hein, ce sont des lois juridiques. Ça veut dire que souvent les gens disent, ah bah c'est bien, si je définis, je dis que je veux que 100% que ce soit le contrat américain qui prédomine, du coup, je ne paierai pas d'impôt en France. Non, ce n'est pas le cas. C'est un choix civil, ce n'est pas un choix fiscal. Mais ça peut avoir une conséquence fiscale, comme je viens de le dire, mais en tout cas, c'est un choix civil. C'est-à-dire que le fait de dire que moi, je veux que ce soit mon contrat américain et que tout soit du ressort de la loi américaine pour la transmission, ça, c'est civil, c'est de savoir qui a droit à quoi. Mais fiscalement parlant, comme j'ai évoqué tout à l'heure, quoi qu'il arrive, si j'ai un bien immobilier qui est situé sur le territoire français, je serai toujours redevable de payer un impôt sur les successions en France. Mais si je change le bénéficiaire, si par exemple le bénéficiaire, c'est mon conjoint survivant, bah, dans le cadre d'une succession française, il n'y a pas d'imposition sur les successions à verser dans ce cadre-là. Donc, bien effectuer le plus important des wills dans tous les pays en fonction des biens que vous avez et surtout bien s'entourer de gens qui connaissent bien les deux lois. Ça, c'est très, très important. Absolument. Et lié à cette question de document testamentaire, bien sûr, on voudrait parler des trusts, hein. Quels sont les différents types de trusts qui existent et quelles sont leurs limitations dans le cas de planification internationale, surtout entre la France. D'ailleurs, je vais mentionner une question d'Isabelle, hein, liée à ceci, qui nous demande, pour les binationaux résidents fiscaux américains, est-ce que la création d'une SARL patrimoine immobilier peut être inclue dans un trust américain? Alors la réponse est qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'en fait, on va en parler juste maintenant, mais le trust est un formidable outil aux États-Unis, hein. Ce n'est pas que fiscalement, c'est juridique d'ailleurs, hein. C'est un formidable outil parce que vous savez que le trust vous permet en fait de garder par génération le futur votre patrimoine selon des critères que vous allez prédéfinir en avance. Vous allez pouvoir dire, ben moi, je veux que si demain je ne suis plus là, je ne veux pas que ça aille tout de suite à mes enfants. Je veux que ça aille à mes enfants peut-être à l'âge de 30 ans ou à mes petits-enfants ou en fonction d'un certain nombre d'événements, mariage, pas mariage. Donc le trust, l'avantage du trust, c'est que je vais définir toutes mes volontés que je souhaite et je vais pouvoir aussi l'adapter au fur et à mesure du temps. Mais c'est une vraie souplesse dans ce cadre-là, hein. Ça vous permet d'être sûr que ce que vous avez construit toute votre vie ne soit pas dilapidé si demain vous n'êtes plus là. Donc c'est vraiment de fixer des limites, hein. C'est un vrai avantage juridique le trust. Et après, on va avoir deux typologies de trust. Alors le trust révocable et le trust irrévocable. Le trust révocable, c'est un avantage juridique. Il n'y a aucun avantage fiscal. Pourquoi? Parce que quand on a un trust révocable, fiscalement parlant, je suis toujours propriétaire des biens. Donc, le jour où je décède, je vais devoir intégrer tout le patrimoine que j'ai, même le patrimoine qui est dans un trust révocable, puisque je suis considéré fiscalement comme étant toujours le propriétaire. En revanche, juridiquement,
je transfère dans un trust révocable mon patrimoine. Et le gros avantage qu'il va y avoir, il est essentiellement, il est double, hein. L'avantage que j'ai évoqué tout à l'heure de pouvoir définir un petit peu des règles dans le futur. Il va falloir fixer un bon trustee, hein, quelqu'un de confiance. Mais également, je vais pouvoir éviter tout ce qu'on appelle le probate aux États-Unis. Vous savez que le probate, c'est un gros souci qu'il peut y avoir aux États-Unis qui peut bloquer pendant des années auprès des courts la transmission d'un bien, alors que tout ce que je mets dans un trust révocable, ça appartient déjà au trust. Donc, le jour où je ne suis plus là, la transmission est automatique. Du jour au lendemain, il n'y a rien qui change. Le fait que je ne sois plus là, ça ne change rien. Le trust va devenir irrévocable en fonction de mes conditions ou pas, mais ce sera un vrai avantage juridique. Fiscalement parlant, je serai toujours propriétaire, donc le jour où je décéderai ou au cours de la vie le cours de la vie de ce bien, les revenus et tout reviendront sur la déclaration fiscale. Donc, encore une fois, c'est juridique. Donc, trust révocable. Et trust révocable, même quand on a peu de patrimoine, c'est toujours intéressant de le faire. Ce n'est pas très coûteux. Il faut partir auprès d'un avocat. Mais je vous dis, c'est un avantage de transmettre votre patrimoine dans un outil juridique qui n'est pas fiscal, mais en même temps, par définition, c'est irrévocable. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux le changer. Si demain, je rentre vivre en France, je liquide avant de rentrer et je récupère les biens, il n'y a pas de problème parce que c'est révocable. En revanche, deuxième cas de figure, c'est irrévocable. Irrévocable, là, je fais de façon irrévocable, je donne du patrimoine dans un trust irrévocable. Donc là, comme c'est irrévocable, ça a une conséquence juridique, mais également fiscale. Pourquoi fiscale? C'est parce qu'on considère que je fais une donation à ce moment-là. Donc, je donne un bien immobilier dans un trust qui vaut $1 million. Je fais une donation. Donc, j'utilise mon abattement des 12 981. Je fais une donation. Et à partir de là, ça appartient au trust. Ça n'appartient plus à moi. Donc, je n'ai plus la libre discrétion de ce bien-là. Ça appartient au trust. Donc, ça veut dire que le jour où je décède, il n'y a pas d'impact sur les successions. L'impact, il est fait quand moi, j'apporte ces biens dans le trust irrévocable. L'avantage de cela aussi du trust irrévocable, c'est que juridiquement parlant, du fait qu'il soit irrévocable, c'est une vraie entité juridique. Ça protège aussi contre les créanciers éventuels. C'est-à-dire que si demain il y a un litige, tout ce qui est dans le trust, si on m'attaque moi, tout ce qui est dans un trust irrévocable, on ne pourra pas l'attaquer. Ça ne m'appartient plus à moi, ça appartient à un trust irrévocable avec comme bénéficiaires mes enfants. Donc je transmets cet outil-là. Il faut toujours bien penser à utiliser parce que l'avantage, c'est que je fige mon patrimoine. Maintenant, s'il grandit au fur et à mesure du temps, bah, j'aurai déjà transmis un trust irrévocable, donc j'aurai optimisé ma transmission. Et c'est un avantage qu'il faut connaître, et notamment pour les hauts patrimoines, il faut utiliser cette notion de trust irrévocable. En revanche, et je vois la question justement d'Anne, qui a une bonne question, c'est justement la problématique des trusts, c'est que ces trusts ne sont pas reconnus comme une entité juridique à part entière du côté français. Ça veut dire que pour le trust, la personne qui a constitué ce trust settler, c'est toujours le propriétaire du bien. Demain, j'ai un trust irrévocable, je rentre vivre en France, malheureusement, je décède. Tout ce qui est dans le trust, comme c'est moi qui ai constitué ce trust, sera taxable en France sur le patrimoine mondial. Donc, le trust ne sera pas reconnu. Donc, le trust n'est pas un bon outil pour répondre à ta question, Cédric. Il faut éviter de mettre une SARL dans un trust parce qu'il n'y a aucun avantage, très honnêtement, en termes successoral. Même juridiquement, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il faut éviter d'avoir des trusts, d'utiliser des trusts. En revanche, attention, beaucoup de gens vont dire, oui, mais dans ce cas-là, je ne fais pas de trust. Non, parce que vous savez qu'on est tous passés par là, ou même nous trois intervenants, on peut arriver en France, aux États-Unis et se dire, peut-être qu'un jour, je rentrerai en France, mais peut-être pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on raisonne comme ça? On ne fait rien. On ne fait pas de transmission, on ne fait rien du tout. Il faut utiliser les outils comme on peut, donc utiliser des trusts, même irrévocables. Mais on peut insérer dans les trusts irrévocables des clauses qui font qu'en cas de retour dans un pays comme la France, dans un pays où le trust n'est pas reconnu, on dissout ce trust avant de rentrer en France. Et on le dissout dans un autre véhicule juridique qui, lui, sera reconnu par la France en termes de transmission. Mais ne rien faire, de se dire non, je ne peux pas utiliser ça parce qu'un jour je vais rentrer en France, c'est mauvais raisonnement. Vous pouvez utiliser les véhicules juridiques du trust aujourd'hui. Demain, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais en cas de retour en France, vous pouvez constituer un trust même irrévocable de telle façon qu'on pourra le dissoudre au moment où vous rentrerez en France. Là aussi, c'est pareil, il faut bien s'entourer d'un bon estate lawyer aux États-Unis, mais on pourra faire en sorte d'avoir un trust irrévocable qui pourrait être dissous à ce moment-là. Et c'est les bénéficiaires qui hériteront de ce trust, on le mettra dans une nouvelle entité juridique, ça peut être ce qu'on appelle les family partnerships, qui eux seront des vraies entités juridiques dans lesquelles moi, j'aurai un contrôle, mais très peu d'action. Et par contre, si je rentre en France, ma transmission sera déjà établie. Mais il ne faut pas raisonner en se disant, et beaucoup de gens le fait, j'ai peut-être rentré un jour en France, je n'utilise pas le trust. Non, il faut l'utiliser parce que c'est un vrai avantage, encore une fois, j'insiste, juridique, notamment si malheureusement je suis amené à décéder alors que je suis aux États-Unis. Il vaut mieux utiliser le système de trust et quand on rentre en France, changer de stratégie avant de rentrer en France.
Mais on peut se retrouver dans une situation, comme tous, on est là ici, où finalement, on ne rentre jamais. Donc, attention, bien utiliser cette notion-là. Alors voilà, je sais qu'on parle d'un sujet relativement vaste hein, lorsqu'on parle de succession franco-américaine. Voilà, on va arriver très très bientôt à la fin de ce webinaire, donc on va essayer de le faire très très rapidement. En termes on a parlé d'instruments juridiques, parlons d'instruments financiers, que ce soit les assurances vie françaises et américaines, les couvertures d'essai, donc quelles sont les différences en termes de fiscalité, quelles sont leurs applications? Alors justement, le gros avantage que l'on va avoir, parfois on peut raisonner différemment. Alors vous avez en France des outils hein, financiers qui existent, qui sont les assurances vie françaises, qui est un très bon outil quand on est en France, hein. Malheureusement, c'est un outil qui est moins adapté quand on est aux États-Unis parce que c'est reconnu en tant que tel hein, par le fisc américain comme un portefeuille de placement financier. Donc ça a des conséquences fiscales qui peuvent être importantes, mais c'est bien parfois de quand même garder au moins son assurance vie ouverte. Ça, c'est un avantage. Donc, il y a les outils d'assurance vie quand on est résident fiscaux français, d'autant plus que ces assurances vie, parfois, si on abonde dans ces assurances vie françaises avant 70 ans, c'est ce qu'on appelle hors succession. Donc, on ne rentre pas dans les taux d'imposition classiques jusqu'à 45%. On rentre dans des taux d'imposition qui sont au maximum à 30%, avec le bénéfice aussi d'un abattement de 152 000 euros par bénéficiaire dans le cas d'une assurance vie française. Du côté américain, on a les assurances vie américaines qui sont un petit peu légèrement différentes aux assurances vie françaises. C'est-à-dire qu'en fait, on a des assurances vie américaines qui est un outil de placement, quand même un peu comme en France, mais adossé à une assurance décès. Et pourquoi ça peut être une bonne stratégie parfois? C'est notamment si un jour on souhaite rentrer en France, si on souhaite se dire, je veux rester simple, je ne veux pas transmettre mon patrimoine avant de rentrer en France, parce qu'une des stratégies, ça pourrait être de se dire, avant d'un retour en France, je donne le maximum à mes enfants. Donc, j'anticipe 3 ans avant, je fais des donations à mes enfants. Et le jour où je rentre, au moins, j'aurais fait des donations à mes enfants. Donc, ça ne sera pas assujetti à l'impôt sur les donations en France, même si je suis résident fiscal français, parce que les donations auront été actées. En revanche, je m'appauvris. Et c'est le risque, c'est qu'il faut le bien ficeler, le mettre dans un certain nombre d'outils juridiques. Donc, on pourrait se dire, je veux rester simple. Et finalement, si par contre je rentre en France, qu'est-ce qui se passe si je décède? Et l'avantage qui existe aux États-Unis, vous avez accès à des portefeuilles de produits financiers comme par exemple des assurances vie, on appelle souvent des cash value life insurance, qui sont des permanentes life insurance, qui peuvent être un outil de placement. Alors, ce sont ce qu'on appelle des actifs défensifs, hein, ce n'est pas des actifs qui vont vous générer des rendements boursiers ou autres, mais ce sont des actifs garantis sécurisés et qui sont adossés avec des assurances décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut demain se retrouver dans une situation où, avant un retour en France, on anticipe un éventuel impôt à payer du côté français. Admettons, je dis une bêtise, si je rentre en France, malheureusement, je passe d'un abattement de 13 980 000 dollars à 100 000 euros. Donc, combien je vais devoir payer d'impôts en France si je décède quand je suis en France? Et parfois, on a envie de rentrer en France et d'être simple. Eh bien, on pourrait imaginer de dire l'impact potentiel serait de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros en France. On peut utiliser des outils financiers aux États-Unis qui vous permettent d'avoir des assurances d'essai. Donc, en cas de décès, mes héritiers vont toucher la prime d'assurance d'essai, 2, 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, qui vont me permettre de couvrir mon impôt français. Là, j'ai une stratégie qui est une stratégie purement financière qui me permet d'optimiser mon impôt sur les successions sans me vouloir rentrer forcément dans une usine à gaz, entre guillemets. Et c'est un outil aussi de placement financier puisque cette cash value, l'argent que je mets dedans, est amené à grandir. Donc, au bout de la septième, 8e année, ça peut devenir un outil de rendement financier. Mais c'est un vrai avantage qui peut aussi être une sérénité en cas de rentrée en France pour anticiper, si vous voulez, justement cet éventuel impôt. Après, ça a aussi un avantage aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, ça permet aussi d'avoir un effet levé sur son patrimoine, de se dire demain, mon patrimoine est 10 millions. Grâce à une assurance vie, je peux passer à un patrimoine en cas de décès qui peut être du double. Je peux passer de 15 à 20 millions grâce à cet effet levier, grâce aux assurances vie américaines. C'est aussi un outil, un effet levier du côté américain en termes de transmission, mais aussi en termes également de sécurité financière. Très bien, merci Olivier. Alors, voilà, regardons le cas spécifique hein, des grandes fortunes. Est-ce qu'il y a d'autres instruments, d'autres stratégies, d'autres outils accessibles aux grandes fortunes pour pouvoir planifier leur succession internationale? Oui, alors il y a beaucoup d'outils qui existent aux États-Unis en termes de transmission. Alors après, tout dépendra aussi du type de grande fortune, ce que les grandes fortunes souhaitent, hein. On a des fondations, on a des systèmes de fondations qui existent aux États-Unis qui sont assez intéressantes, qui permettent de transmettre une partie de son patrimoine dans une fondation que je maîtrise moi-même, hein. C'est-à-dire que demain, je décide de faire une donation dans une fondation qui m'appartient de 1 million de dollars. Ce million de dollars, je peux le déduire d'un point de vue fiscal. Mais après, ce million de dollars, j'en ai la discrétion pour le donner aux œuvres caritatives que je souhaite.
C'est ce qu'ont aujourd'hui les grandes fortunes américaines, hein, que ce soit les Bill Gates, les Warren Buffett, tous ces gens-là. Ils ont accès à des fondations qui deviennent un vrai outil, même politique, entre guillemets, parce que ça permet aussi d'avoir une vraie influence sur des œuvres caritatives. Donc ça, c'est une vision, une façon de voir les choses, et on a des très, très bonnes fondations qui peuvent être… On a deux types. Après, on a le système de trust plus poussé. Tout à l'heure, j'ai évoqué des systèmes de trust irrévocables. On a ce qu'on appelle aux États-Unis des defective irrevocable trust qui vous permettent de transmettre votre patrimoine en effectuant ce qu'on appelle des discounted values, c'est-à-dire que demain, j'ai des biens immobiliers aux États-Unis qui sont dans une LLC, je les donne à un trust irrévocable. Le fait de donner des parts d'une société familiale me donne la possibilité d'avoir un discount au niveau de l'administration fiscale américaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est considéré comme une donation d'une société qui est difficilement vendable, parce que c'est une société familiale. Donc, en règle générale, le fisc américain donne une décote à peu près de 30% pour la valeur. Donc là, j'optimise déjà en transmettant ces sociétés immobilières dans un trust irrévocable. Et en plus de cela, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, attention, si je transmets un trust irrévocable, je maîtrise plus le patrimoine. Je peux vendre plutôt que de donner, vendre un trust irrévocable en échange d'une note. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, j'ai un patrimoine de 30 millions. C'est de l'immobilier, donc c'est 30 millions de patrimoine grâce au fait que c'est de l'immobilier, c'est peu liquide. Je pratique une décote de 9 millions, 30%. Donc déjà, j'optimise 9 millions de transmissions dans le cas des successions. Donc officiellement, j'ai transmis pour une valeur de 21 millions. Et en échange, je prends une note. Ça veut dire que le trust me doit de l'argent et au fur et à mesure du temps que le trust a du cash, je me fais rembourser cette note. Alors, le nouveau patrimoine de succession que j'ai, c'est 21 millions, mais j'étais à 30 millions avant, j'ai déjà gagné 9 millions. Mais derrière, je vais pouvoir me rembourser au fur et à mesure des années cette note pour à la fin avoir quasiment plus rien au moment de mon décès. Donc, il n'y a plus de patrimoine de transmission. Donc, c'est un outil qui est souvent utilisé, à ce qu'on appelle les Defective Irrevocable Trust, qui sont un vrai outil qui permet un outil de transmission sans perdre totalement un contrôle financier grâce à ce système de notes et justement en optimisant aussi par le biais des discounts value. Donc, ça, c'est un des outils, mais il y en a d'autres, mais outils caritatifs et outils également de transmission au terme des trusts, des Defective Irrevocable Trust. Merci Olivier. Juste pour conclure, est-ce que tu peux mentionner quelques mots sur le rôle, la responsabilité des acteurs de la planification successorale, hein, que ce soit les avocats, mais également les conseillers financiers, les comptables, CPA et ainsi de suite? Alors, on va avoir, bien évidemment, c'est une équipe, hein. Moi, aujourd'hui, je vous ai donné les grandes thématiques générales, notamment en termes juridiques, hein. Ça, c'est pas mon métier, bien évidemment. Donc, il faut toujours bien s'entourer, hein. Il ne peut pas avoir une personne qui est capable de vous répondre sur toutes les questions. Voilà, ce serait incroyable. Mais il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Donc, les bonnes personnes, ça va être à la fois du côté, vous allez avoir un avocat. Alors, l'avocat, ça va être dans plein de domaines, hein. Ça va être l'avocat qui va être au niveau successoral, mais également familial. Alors, ça peut être parfois des avocats différents, parce qu'attention, les régimes matrimoniaux aussi peut avoir une incidence, j'en ai pas parlé, mais ça peut avoir une incidence importante aussi dans le cadre de la transmission, hein. Donc, il faut avoir un bon avocat en droit de la famille, un bon avocat en termes bien évidemment, de transmission, donc important. Également, un bon avocat en termes de trust, hein, des gens qui sont spécialisés en type de trust, hein, donc bien s'entourer de ce qu'on appelle d'estate attorney, donc family attorney, estate attorney, bien évidemment, des notaires en France, hein, des notaires en France, il y en a certains qui sont spécialisés également des deux côtés de l'Atlantique, mais un bon notaire en France, c'est important également d'avoir un notaire. En plus d'un avocat fiscaliste en France, important également, ça c'est l'équipe gagnante. Bien évidemment, un expert comptable, un CPA qui aussi va vous donner sa vision franco-américaine, ça ce sera important parce que dans le cadre de la convention fiscale, il faut aussi connaître les tenants et les aboutissants. Attention, hein, un choix qu'on va pouvoir avoir en France, ça va peut-être pas avoir la même conséquence fiscale aux États-Unis, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cas notamment du step-up, hein. Attention, si je fais une donation en France, est-ce que c'est une bonne stratégie du côté américain? Donc bien le connaître. Et après, derrière, bien évidemment, vous aurez après le conseiller de gestion de patrimoine, hein, qui sera là aussi fédérateur, qui va être là pour vous dire, est-ce que vous pouvez avoir des outils financiers qui peuvent être intéressants dans le cadre de votre transmission en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc, ça va être le conseiller de gestion de patrimoine qui va être du côté français, mais également, bien sûr, hein, du côté américain qui sera également là. Donc, bien s'entourer, hein, de toute cette équipe au niveau des acteurs. Absolument. Et pour rappel, hein, c'est vrai qu'à USA France, nous coordonnons justement l'effort successoral entre tous les acteurs, hein, qui vont avoir un impact sur votre vie. Alors voilà, on arrive malheureusement à la fin de cette heure. Je vois qu'il y a énormément de questions. Oui, je vois. Olivier, je ne pense pas qu'on aura le temps de répondre à ces questions maintenant. En revanche, quelle serait peut-être la meilleure manière de te contacter
pour prendre rendez-vous ou bien pour pouvoir répondre à ces questions de Bah, façon. en fait, peut-être qu'à la fin, envoyer un email à USA France et puis moi, je référerai mes coordonnées. Ce sera peut-être le mieux, hein. Parce que moi, je donnerai Absolument. mes coordonnées dans ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, pensez bien toujours, hein, moi, c'est ma conclusion. Je sais que je suis désolé à toutes les questions, mais pensez bien à utiliser tous les véhicules que vous pouvez utiliser, hein. Même en France, j'en ai pas parlé, mais même les sociétés civiles immobilières en France sont un vrai outil juridique en France. Même dans le cas d'un démembrement, quand vous pouvez avoir accès à des sociétés civiles immobilières dans le cas de la transmission, c'est très intéressant comme outil. C'est vrai que ça peut avoir une conséquence en termes de ce qu'on appelle de compliance aux États-Unis, parce qu'il faut déclarer cet SCI, il faut faire des formulaires additionnels, mais attention à ce type de choses. Mais il faut bien anticiper en fait, bien évidemment, tout ce que vous faites, mais utiliser tous les véhicules, tout ce que vous pouvez faire du côté français et du côté américain, parce qu'on a des véhicules des deux côtés qui sont toujours très intéressants. Très bien, merci. Merci Olivier, un grand merci pour ton intervention. Je rends la main à Romain. Romain, un grand merci à toi, French District. Est-ce que tu as des mots de conclusion de ta part? Oui, c'était passionnant et ça a apparemment passionné tout le monde puisque tous ceux qui sont rentrés sont restés jusqu'à la fin. Donc Ah, c'est bien. félicitations Olivier Merci. pour ce brillant exposé à la fois complexe mais tout à fait digérable, comme d'habitude, on a l'habitude. Et merci beaucoup Cédric d'avoir eu l'initiative et d'organiser ce webinaire qui était très intéressant. Merci beaucoup à tous. Alors pour tous ceux qui sont arrivés en cours, sachez que vous pouvez revoir, vous allez bientôt pouvoir revoir sur le French Strict ce webinaire et passer les passages que vous avez déjà compris, aller directement au passage qui vous intéresse le plus. Et je vous conseille vraiment de le faire. Suivez-nous, par exemple, en vous inscrivant à notre newsletter ou bien tout simplement aller sur frenchstrict.com et vous pourrez revoir ça. Merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à cliquer une dernière fois avant qu'on ferme sur le dernier lien que je vous ai mis et je vais vous le remettre une dernière fois, qui est la meilleure façon de contacter Olivier et Cédric pour parler de ce sujet des successions franco-américaines. Et une fois que évidemment, nous aurons mis fin à cette conversation, à ce webinaire, vous ne pourrez plus cliquer. Donc, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup à tous. Merci Romain. Merci beaucoup. À très Au bientôt. revoir. Merci à Merci Au tous. Cédric. revoir. Merci Olivier. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.